Salut Axel. Salut Laurent. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler d'éthique, de psychologie et de culture. Oui, alors contrairement à d'habitude, on va commencer par, je vais vous faire écouter un extrait d'un livre, le début de l'extrait d'un livre. Alors vous allez entendre ma synthèse vocale, pour ceux qui écoutent, donc ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, mais j'espère que ça va être très audible. C'est une synthèse vocale qui lit le livre, puisque je rappelle à ceux qui m'écoutent que je ne vois pas, je suis handicapé visuel. Alors. Ouvrir. Chapitre 1. Organiser le chaos. La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Nous sommes pour une large part gouvernés par les hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. C'est là une conséquence logique de l'organisation de notre société démocratique. Voilà. Alors, qui a écrit ce texte? C'est Édouard Bernays, B-E-R-N-A-Y-S, dans un livre publié en 1928 et qui s'appelle Propaganda. En 1928, Bernays avait 37 ans. Il est né en 1891, mort en 1995. Je vous dis quelques mots d'Édouard Bernays et après je vous dis pourquoi j'ai fait lire cet extrait et où on va avec ça. Donc Édouard Bernays était un neveu de Freud, un neveu germain, c'est-à-dire que Freud était marié à une femme qui s'appelait Emma Bernays. Emma Bernays avait un frère qui s'appelait Élie Bernays. Élie Bernays avait un enfant qui s'appelait Édouard Bernays. Pour la petite histoire, d'ailleurs, c'est bien les petites histoires, ce beau-frère de Freud, qui s'appelait Élie Bernays, s'est marié d'ailleurs avec une sœur de Freud, qui s'appelait Anna Freud. Et d'ailleurs, pour la petite histoire toujours, Freud a donné à sa fille le prénom de sa sœur, Anna. Voilà. Anna Freud, qui est plus connue comme psychanalyste. Voilà. Tout ça, c'est de la petite histoire, mais pour dire que Édouard Bernays, qui a immigré très tôt aux États-Unis avec ses parents, avant 1900, donc avant la Première Guerre mondiale, en 1914, hein, bien avant, est très américanisé. Et vous lirez sur Wikipédia pas mal de choses très intéressantes sur Édouard Bernays, donc je ne vais pas tout vous répéter. Mais ce qui est essentiel dans cette affaire, c'est que c'était un homme très intelligent et qui a su, alors on met des guillemets, qui a su introduire dans le domaine politique et dans le domaine des grandes entreprises le savoir psychologique. Il a participé, à ça par contre je vous donne un élément important qui va vous faire mieux comprendre sa place dans cette histoire. Il a participé entre 1916 et 1917 à une commission qui s'appelait la commission Creel, C-R-E-E-L, du nom d'un journaliste qui était important dans cette commission qui a conseillé les gouvernants à l'époque. Sur quoi cette commission a conseillé les gouvernants? Elle a conseillé les gouvernants sur les méthodologies à mettre en place pour transformer l'opinion publique américaine au sujet de la Première Guerre mondiale. Le président de l'époque américain avait été élu autour de l'idée de ne pas intervenir dans la Première Guerre mondiale. Et pour des raisons diverses, il s'est avéré utile, je mets des guillemets à utile, pour les gouvernants de l'époque de finalement participer à cette Première Guerre mondiale. Mais il s'agissait de convaincre les populations de l'utilité de cette intervention.
Et c'est là que cette commission Krill est intervenue, avec entre autres Édouard Bernays, qui était jeune à l'époque, plus jeune, pour mettre en place des éléments, donc, qu'on peut dire de propagande, pour valider, valoriser l'intérêt de l'intervention des États-Unis pour la Première Guerre mondiale. Et ça a fonctionné. Ça a tellement bien fonctionné que, bien sûr, les États-Unis sont intervenus dans cette Première Guerre mondiale de façon active à partir de 1917, non, mais surtout, ça a tellement bien fonctionné pour Édouard Bernays qu'il a créé, après la Première Guerre mondiale, sa propre société de relations publiques, dans laquelle il a excellé en conseillant les plus grands, avec des efficacités extrêmement importantes. Pareil, là, je citerai juste un exemple de son efficacité, mais il y en a beaucoup. C'est grâce à lui, on va dire, il a été en tout cas une pierre très importante dans cette réussite. C'est grâce à lui, et je mets des guillemets à grâce à lui, que les femmes américaines se sont mises à fumer. Il a eu l'intelligence, et je mets des guillemets à intelligence, bien sûr, puisqu'on parle d'éthique, il a eu l'intelligence de mettre en place, au service de la plus grande entreprise de tabac de l'époque américaine, des compétences, des idées issues de la psychologie des masses et de la psychologie féminine. Vous verrez comment, si ça vous intéresse, en relisant entre autres Wikipédia et des choses autour de ça. Et il a réussi à faire en sorte que les femmes confondent liberté et cigarette. C'était génial ce qu'il a fait, et ça a marché. Les femmes de l'époque ont confondu liberté et cigarette, et elles se sont mises à, et ça a fait augmenter de 50% les productions et les consommations de cigarettes au profit de la Texaco, je ne sais plus, Tabaco, machin, américaine. Il a eu bien d'autres succès. Donc, tout ceci étant, il a écrit plusieurs bouquins, dont celui-là. Vous venez d'entendre le début du premier chapitre de ce livre, qui s'appelle Propaganda. Propaganda, publié en 1928. Ce livre analyse, il y a 11 chapitres, et il analyse dans chacun de ces chapitres comment on peut connecter les intérêts financiers des entreprises avec les intérêts non financiers ou parfois financiers d'autres sous-groupes, que ce soit des sous-groupes de scientifiques, d'artistes ou autres. Voilà. Et il explique l'efficacité et pourquoi c'est efficace de mettre en place ce qu'il a appelé la propagande pour vendre des idées, pas uniquement des objets, pas uniquement des produits, mais aussi des idées permettant de manipuler les masses populaires, qui sont, il le décrit, extrêmement manipulables. Il suffit de bien savoir faire les choses, d'utiliser les bons supports, et preuve a été faite par toutes ces réussites que ça marche très très bien. Voilà. Alors, le premier chapitre, j'ai commencé par ça aujourd'hui, peut-être qu'une autre fois je continuerai sur d'autres chapitres, s'appelle « Organiser le chaos ». C'est intéressant parce que dans l'idée de Bernays, comme d'autres penseurs de son époque, la société, si elle n'est pas organisée, évidemment, est quelque chose de chaotique, comme le psychisme humain d'ailleurs, qui, s'il n'est pas organisé, est chaotique. Et pour que ce ne soit pas chaotique, il faut qu'il y ait l'équivalent d'un surmoi psychique, comme en psychanalyse,
surmoi psychique représenté par des minorités intelligentes, je mets des guillemets intelligentes, et des minorités compétentes, je mets des guillemets à compétentes, mais qui ont pour fonction de penser et de rationaliser la pensée, d'organiser la pensée et les projets à la place de la masse informe et de la masse, on va dire, non pensante, je mets des guillemets, que constitue la population, de la même manière que le ça en psychanalyse représenterait cette masse de pulsions inquiétantes pouvant détruire le système s'il n'est pas guidé par le surmoi, entre autres, et aussi par le moi. Voilà. Donc, organiser le chaos, c'est ça. Dans ce chapitre-là, il explique bien que dans l'intérêt de cette masse informe qu'est la population, certaines minorités doivent être déléguées. Voilà, pour gérer les choses. Et pour gérer les choses de façon efficace pour le bien du plus grand nombre, évidemment, ces minorités doivent connaître la psychologie humaine afin de pouvoir guider, je mets guider entre guillemets, de façon efficace plusieurs aspects, à savoir la pensée, la consommation des biens, la consommation des biens, et les comportements de façon générale de toute cette masse. Et comment faire pour guider? Ça suppose de mettre en place des processus de gestion de l'information. Et c'est à ça que Edouard Bernays a passé toute sa vie. C'est conseiller les gouvernants et les entreprises autour de comment paramétrer les pensées et les comportements afin que la masse globale des individus ou de certains groupes entre dans certains rails qui sont des rails de consommation spécifiques. Consommer de la cigarette, consommer du sucre, consommer certains journaux, et d'un certain rail pour consommer de la pensée. Par exemple, la pensée qui consiste à valider l'acceptation d'une guerre comme en 1917, voilà, consommer la pensée qui consiste à dévaloriser un État particulier. Je rappelle que parmi les grandes prouesses d'Edouard Bernays, je mets prouesses entre guillemets, il a contribué à déstabiliser, c'est connu, à déstabiliser avec la collaboration de la CIA, le gouvernement du Nicaragua, si ma mémoire est bonne, où un président avait été élu de façon tout à fait démocratique, mais malheureusement pour les États-Unis, à l'époque, avait prévu de récupérer certains biens qui étaient propres à l'État et qui avaient commencé à être récupérés par une grande industrie américaine qui gérait les produits autour des fruits. Voilà, une grande entreprise de fruits qui gérait les terres agricoles. Ça n'a pas plu du tout, évidemment, à cette entreprise. Et la CIA, et conseillée entre autres par Edouard Bernays, a réussi à faire tomber ce président pour en mettre un autre à la place, qui a évidemment arrangé les affaires de cette immense entreprise dont je ne sais plus le nom, qui s'occupait de gérer les terres agricoles et de produire des fruits. Donc, tout ça pour... Alors, pourquoi je raconte tout ça? Parce qu'il s'agit de psychologie, d'intelligence avec guillemets, et se pose la question de l'éthique dans cette affaire-là. Et ça pose la question, pour moi, un peu comme Oppenheimer et les connaissances concernant le nucléaire et la bombe atomique, ça pose des questions autour de... Il est 9h30. Ah, c'est ma synthèse vocale qui cause toute seule. Désolé.
Ça pose la question de la propriété scientifique et jusqu'où les scientifiques peuvent accepter de donner leur savoir et à qui ils peuvent donner leur savoir et ce qui est fait de leur savoir. Alors, scientifique au sens large, hein, ça peut concerner la physique, ça peut concerner les études concernant le fonctionnement humain. Et on voit ça dans les... La question se poserait dans le domaine du coaching, comme on dit actuellement, de façon contemporaine. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît les fonctionnements humains peut faire en sorte qu'une entreprise fonctionne mieux, avec des guillemets mieux. Évidemment, si cette entreprise vend des armes, par exemple, c'est clair qu'un processus de coaching qui a fait en sorte que cette entreprise fonctionne mieux, de façon agréable pour tous les salariés, le but d'une entreprise, n'oublions jamais, est quand même, à moins que je ne me trompe, de produire et de faire des bénéfices. C'est le seul but d'une entreprise. À ma connaissance, ça n'a jamais été le but d'une entreprise de faire le bien des salariés. Si les salariés sont bien traités dans une entreprise, c'est une bonne chose, mais à mon avis, c'est au service de la production avant tout de l'entreprise. Donc ça pose des questions éthiques autour de l'utilisation des sciences sociales et des sciences psychologiques. Et c'est pour ça que je voulais citer Edward Bernays. Je conseille vraiment la lecture de son livre, hein, je répète, Propaganda, 1928, qui, selon les sources de Wikipédia, ça serait à vérifier, a également été utilisé par quelqu'un de très connu, ça va faire frissonner, hein, comme Goebbels, qui s'est beaucoup inspiré de cette façon de voir les choses pour gérer l'opinion publique. Pour ceux qui ne sauraient pas, Goebbels, ça fait partie des grands personnages autour de Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Alors, tout ceci m'a également fait penser au livre de Richard Schwartz. Parce que je reste dans le psychologique avec tout ça. Richard Schwartz a écrit un livre, il y a combien, une quinzaine d'années au moins, qui s'appelle IFS, le système de la famille intérieure. Richard Schwartz, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est psychologue systémicien et qui a créé cette méthodologie, IFS. Et dans son livre, il y a un chapitre qui est le 8e chapitre qui parle de l'aspect culturel. L'aspect culturel, comment on peut appliquer la réflexion de l'IFS dans le domaine de la culture. C'est-à-dire comment on peut découper l'espace culturel, l'analyser avec cette méthode. Alors pour faire bref, dans le modèle IFS, il y a ce qu'on appelle des exilés, des managers du self, enfin des managers, des protecteurs et du self. Et dans les protecteurs, il y a des managers et des pompiers. Voilà. Je le fais très simple et je vais décrire comment il voit ça au niveau sociétal. En gros, dans son idée, de la même manière que dans le système intérieur, et bien dans le système social, il y a des groupes qui sont exilés, qui souffrent, qui sont enfermés, blessés, et qui n'ont pas le droit à la parole, comme dans le système intérieur d'un individu. Et il y a des groupes qui sont chargés de protéger le système pour pas qu'il explose. Et dans ces groupes, il y a 2 sous-groupes, il y a les managers et les pompiers. Et les managers, ce sont des groupes d'humains qui ont pour but de cadrer l'ensemble de la société pour que rien ne bouge, que les choses soient stables, que les souffrances restent enfermées. Voilà, et que tout soit mis au profit de certains idéaux,
comme le travail, par exemple, avec un grand T, ou la famille avec un grand F, ou que sais-je, hein, voilà. Et il y a parfois des pompiers. Alors les pompiers, ce sont, comme dans le système intérieur, des groupes qui parfois, comment dire, des groupes d'humains qui s'autodétruisent ou autodétruisent ou détruisent ce qu'il y a autour d'eux, tellement la pression interne est trop forte. Alors l'équivalent pourrait être, par exemple, un groupe terroriste, hein, ou un groupe de casseurs, ou la grande communauté, avec des gros guillemets, personnes alcooliques qui essaient d'enterrer leurs souffrances et leurs douleurs diverses à travers l'alcool. Avec un petit bémol pour ce groupe-là, sur le plan sociétal, parce qu'on pourrait dire que ce sont des pompiers. En IFS, on parle de pompiers quand il y a des choses comme ça, comme l'alcool. Sauf que au niveau sociétal, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle des managers, puisque les grands lobbies de l'alcool programment la vente de l'alcool et s'organisent de façon très organisée, on va dire autrement, pour vendre, ma synthèse vocale, s'organisent pour vendre ces produits-là de façon tout à fait planifiée. Donc, ce n'est pas vraiment des pompiers dans le sens où les pompiers ne sont pas contrôlés. Sauf que là, la vente d'alcool est très contrôlée, la vente des drogues, malheureusement, est aussi pas mal contrôlée. Donc, ça ressemble à des managers plus subtils, puisqu'il y a deux types de managers. Il y a les managers qui organisent, qui planifient vraiment avec des idéaux comme le travail, la famille, une bonne guerre juste. Voilà, ça c'est vraiment des idéaux. Et puis, il y a des managers beaucoup plus subtils qui vont utiliser des phénomènes de destruction beaucoup plus subtils pour enterrer les souffrances. Et ces managers vont, par exemple, programmer la vente d'alcool tout à fait licite, la vente de drogue, les écrans, la vente d'écrans. Et tout ça a une fonction, même si elle n'est pas consciente, même si elle n'est pas volontaire. Chacun est libre de penser que c'est volontaire ou pas. Moi, je ne me positionne pas là-dessus. Mais ce dont je suis sûr, c'est l'effet produit. Et l'effet produit, c'est l'endormissement, la passivité, la perte des compétences mentales, émotionnelles, comportementales. Donc, c'est assez managérial aussi, parce que tout ça permet de boucler, d'enfermer les souffrances d'un grand groupe aussi d'individus. On vous laisse imaginer quelles souffrances, les souffrances d'être dominé, d'être manipulé, d'être exploité, etc. etc. Relisez 1984 d'Orwell, et c'est très intéressant ce roman pour ceux qui ne l'ont pas relu. Dans 1984 d'Orwell, on assiste à c'est une magnifique description du système des managers. Dans 1984, le processus des managers est extrêmement élaboré, à tel point qu'il n'y a même pas besoin que des pompiers existent, d'une certaine manière. Et les exilés sont enfermés dès la moindre manifestation de leur présence. Voilà. Donc c'est très, très, très puissant. Je trouve qu'Orwell est une magnifique illustration de ça, de comment pourraient fonctionner des managers poussés à leur extrême. Alors voilà, donc tout ça pour illustrer, encourager la lecture de ce livre Propaganda d'Edward Bernays, afin que vous puissiez comprendre que les processus de propagande, il le décrit très très bien Edward Bernays, font partie de la démocratie. Quelqu'un disait, je ne sais pas si c'est lui, que la propagande est à la démocratie ce que la violence est à la dictature. Mais on pourrait presque dire que la propagande est une violence de la démocratie. Donc,
ça vaut le coup pour bien comprendre, se réveiller, hein, et comprendre que un État démocratique, au sens où l'entend Bernays, depuis un siècle, et beaucoup de choses nous le prouvent, n'existe pas sans système de propagande, c'est-à-dire de gestion des comportements, des idées et des consommations, afin que le système reste stable. Lire également Schwartz, pourquoi? Pour comprendre que ces systèmes sociaux, culturels, sont basés sur des fonctionnements psychiques humains, sont basés également sur des blessures et des peurs. Parce que pourquoi tout ceci fonctionne comme ça, et pourquoi les managers fonctionnent comme ça, c'est probablement qu'ils ont les mêmes peurs au niveau sociétal qu'au niveau individuel. Lesquelles? La peur de l'effondrement, la peur d'être submergés par les exilés qu'ils ont exploités pendant si longtemps et trop longtemps, la peur d'être dénoncés, la peur que des secrets soient révélés. On voit ça au niveau individuel, les secrets de famille, mais on voit ça au niveau sociétal. Au niveau sociétal, on voit très facilement comment les lanceurs d'alerte qui révèlent des secrets au niveau pas individuel, mais au niveau sociétal, entrepreneurial, eh bien les managers tentent au niveau sociétal de les faire taire et de les détruire. C'est du même ordre, exactement du même ordre. Donc, il y a derrière ça des peurs intenses chez les managers sociétaux, hein, que tout ça soit révélé et que le chaos advienne. Il y a dans l'idée des managers individuels et sociétaux, il y a l'idée que le self n'existe pas, qu'il n'y a pas de self, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité, en dehors du contrôle du manager, il n'y a pas de possibilité de créer quelque chose de sain, ni au niveau individuel, ni au niveau sociétal. Ça fait partie des croyances des managers. Les managers ne savent pas la puissance du self, la puissance du calme, la puissance de l'amour, la puissance de la compassion. Ils ne savent pas à quel point tout ceci pourrait réguler les systèmes. Et ils ont la croyance que seul le mensonge, l'oppression, les enfermements peuvent réguler la stabilité des systèmes internes et des systèmes sociaux. Donc, lisez Propaganda, lisez Richard Schwartz, lisez 1984 et vous comprendrez pourquoi ce YouTube. Donc voilà, j'ai terminé pour cet exposé. As-tu une remarque là-dessus, une sensation, Laurent? Une des remarques, ce serait peut-être que le but ultime des managers, c'est que les exilés en IFS, c'est-à-dire les parts qui souffrent ou les personnes qui souffrent, ne se rendent même plus compte qu'elles souffrent finalement. C'est que si j'ai même plus conscience que je souffre, alors là, il n'y a plus de raison que je fasse quoi que ce soit, que j'active un pompier, que j'essaye de bouger, etc. Parce que je n'ai même plus conscience que je souffre. On trouve ça dans 1984, ce que tu dis, hein, c'est-à-dire que le but des managers est non seulement que les personnes n'aient pas conscience qu'elles souffrent, mais que la souffrance soit assimilée à la révolte. C'est-à-dire que la souffrance est une révolte à réprimer. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inacceptable parce que ça signifierait que le système est mauvais. Ça signifierait qu'il y a une faille dans le système. Or, les managers ne supportent pas l'idée qu'eux puissent avoir une faille. Ce n'est pas possible. Donc, la seule souffrance qui est autorisée chez les exilés, par les managers, c'est si les exilés souffrent que le système global ne soit pas encore suffisamment parfait. Donc, dans 1984, par exemple, est institué, je rappelle pour ceux qui n'ont pas lu depuis longtemps, est institué les 5 minutes de la haine, de façon quotidienne ou assez régulière. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont 5 minutes paramétrées par les gouvernants de ce livre, hein, pour exprimer de la haine vis-à-vis d'ennemis mythiques. Hein, voilà. Donc, du coup, cette souffrance des exilés, elle est canalisée volontairement, elle a le droit de s'exprimer,
contre un ennemi qui a été désigné par les gouvernants. C'est le principe des guerres, hein. C'est le principe des guerres d'ailleurs, ou le principe du bouc émissaire. On va désigner quelqu'un, on va désigner un espace vis-à-vis duquel la souffrance a le droit de s'exprimer. Et à ce moment-là, cette souffrance a de la valeur. Parce que Big Brother, pour reprendre 1984, ça vient de là, Big Brother va pouvoir soutenir cet exilé dans sa souffrance en lui disant quoi faire pour la résoudre. Et le quoi faire est très simple, obéir. Obéir aux normes, à ce qui est prévu, etc. etc. Voilà. Peut-être que j'ai eu du mal à me relier sur la partie de Richard Schwartz, sur la partie culturelle. Quelle relation tu fais avec ce côté culturel d'une société, par exemple? Oui, alors Richard Schwartz, alors son chapitre est assez court, hein, évidemment. Quelque part, je trouve, mais c'est que mon avis, hein, ça mériterait d'être développé. L'intérêt, je trouve, du chapitre de Richard Schwartz, c'est qu'il parle des fardeaux par rapport au niveau sociétal. C'est que dans son idée, les sous-groupes ont tous des fardeaux. Alors, qu'est-ce qu'un fardeau? Rappelons-nous pour ceux qui écoutent, c'est une blessure. C'est une blessure qui n'a pas été résolue. En résumé, un fardeau, c'est une blessure qui n'a pas été résolue. Une blessure liée à un moment de l'histoire, peu importe la blessure, une oppression d'une forme ou d'une autre, pour un groupe social. Là, dans son chapitre, il évoque les blessures des immigrés qui sont arrivés aux États-Unis, eux-mêmes étant blessés par cet exil et qui ont porté ce fardeau de l'exil, du rejet, de l'éloignement, de la perte, de l'abandon, qui ont porté ces blessures-là sans les résoudre et qui les ont fait payer sous forme de destruction de la population indienne, entre autres, sur le continent américain. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est qu'il parle des fardeaux et que ça peut permettre de comprendre pourquoi les managers sociétaux sont aussi violents. Pourquoi les managers sociétaux sont aussi violents? C'est que probablement, ils portent eux-mêmes des fardeaux extrêmement violents à l'intérieur d'eux-mêmes, dont ils n'ont pas conscience ou dont ils ont conscience et qu'ils ne soignent pas. Les classes dominantes minoritaires. On pourrait se poser, tu vois, Laurent, la question suivante, c'est ça le lien. Pourquoi quelqu'un qui gagne déjà des milliards a-t-il besoin de gagner encore des milliards dont il n'utilisera pas le centième pendant le temps de sa vie? On pourrait dire, bon, ok, c'est pour ses enfants, sa famille, ses amis, mais ses amis eux-mêmes ont déjà des milliards. Ses enfants aussi, donc quel intérêt? Ça n'a aucun sens que quelqu'un gagne des centaines de milliards. Une fois comme le disent les gens d'habitude, c'est vrai, une fois qu'on a 15 bagnoles, 3 bateaux, 3 jets, quel est l'intérêt d'avoir un 4e jet? Aucun intérêt. Alors, si ce n'est que c'est la manifestation, probablement, les psychanalystes diraient d'une névrose, les gens qui font l'IFS pourraient dire la manifestation d'un fardeau non réglé, d'une blessure non réglée. Quelle blessure? Manifestement, il y a une sorte de blessure du manque. Il y a chez tous ces gens-là quelque chose autour il n'est absolument pas possible d'être dans une perception du manque et du vide. Il n'est absolument pas possible d'être dans une perception de l'arrêt, de je respire et je m'arrête. Il n'est pas possible d'être dans la perception de la perte et de soigner ça. Probablement qu'il n'est pas possible d'être dans la perception du vieillissement et de la mort. On voit ça avec peut-être Elon Musk et le rêve d'aller sur Mars, créer peut-être une nouvelle civilisation.
C'est ça le lien avec Richard Schwartz, c'est la notion de fardeau, ce qui peut permettre de comprendre à quel point ces groupes-là, minoritaires, doivent porter en eux une blessure qu'ils méconnaissent et qu'ils ne soignent pas, et dont ils font payer malheureusement le poids de cette blessure aux groupes environnants. C'est le lien que je ferai, tu vois, Laurent. Donc, à t'écouter, il y a quelque chose d'assez tragique, je trouve, où finalement ces minorités qui prennent le contrôle, qui prennent le pouvoir, qui agissent, etc., sont probablement donc les personnes les plus névrosées, pour reprendre tes termes, qui sont les plus chargées. Je trouve ça assez tragique. Je confirme. Je trouve ça tragique parce que pour moi, il s'agit de personnes qui ont des blessures extrêmement profondes, soit non vues, soit vues et non guéries. Et des blessures notamment aussi au niveau du pouvoir. Probablement que ce sont des gens qui ont une blessure profonde au niveau du pouvoir, et qui ont, pour des raisons que j'ignore, car je ne les connais pas, je ne les fréquente pas, mais qui ont probablement au niveau individuel ou transgénérationnel des blessures profondes au niveau de la destruction du pouvoir et qui ne sont pas guéris à ce niveau-là. Qui ont probablement également des blessures au niveau de la maltraitance extrêmement profondes et qui, en cascade, font subir la maltraitance aux groupes qui les environnent, manifestement. Et la question que je me Donc pose, ça, la question que je me pose, c'est pourquoi finalement on retrouve beaucoup plus de ces personnes-là que des personnes, on va dire, calmes, plus éveillées, qui diffuseraient plus d'amour, de paix autour d'eux. Pourquoi est-ce qu'il y a, on a beaucoup plus d'entrepreneurs cupides que d'abbé Pierre, entre guillemets? oui. Ben, moi, j'aime bien ta question, d'abord, je voulais le dire. J'aime bien ta question. Alors, j'ai une croyance, hein. Chacun y réfléchira, hein. Mais j'ai la croyance que les gens qui ont des fortes blessures parfois mettent beaucoup d'énergie à tenter de la réparer. Et selon la blessure, la réparation n'est pas la même, évidemment. Quelqu'un qui a une blessure au niveau du pouvoir va tenter de réparer quelque chose au niveau du pouvoir. Donc, mon hypothèse, c'est que les individus qui ont une blessure au niveau du pouvoir vont chercher à entrer dans les domaines du pouvoir pour réparer quelque chose, pour bloquer quelque chose à ce sujet. Et donc vont infiltrer les cercles de pouvoir parce que leur blessure est dans ce domaine-là. Voilà. Et comme alors il y a aussi un autre aspect qui croise ça, c'est que depuis assez longtemps, je pense depuis l'ère industrielle, est-ce que c'était avant? Je ne sais pas, peut-être aussi, hein, mais il y a une espèce d'illusion des managers qui est maintenant très très ancrée, qui est la croyance que les éléments matériels peuvent régler les souffrances psychiques. Et qu'il y a une espèce de croyance que les objets matériels peuvent régler les souffrances non matérielles. Exemple, qu'un compte en banque bien plein peut régler une souffrance liée au manque. Ce qui est complètement faux, hein, on le sait bien, qui est que la croyance que posséder une entreprise et dominer, décider pour 1000 personnes va régler une souffrance liée autour d'une blessure concernant la manipulation, blessure personnelle ou transgénérationnelle. Que posséder divers objets, 3, 4, 5, va régler d'autres blessures. Il me semble que c'est croisé avec cet aspect-là. Et peut-être c'est la raison pour laquelle
les cercles du pouvoir sont infiltrés par les gens ayant ce type de blessure-là. Ça me pose toujours cette question. Je reste un petit peu sur l'autre question, qui est de se dire, mais finalement, je comprends que ces personnes-là passent à l'action, ce que tu viens de décrire. Pourquoi est-ce que des personnes qui ne sont pas chargées, qui sont plus dans une diffusion, qui ont envie de vivre de la paix, on va dire, par exemple, peut-être passent moins à l'action ou sont peut-être moins représentatifs? Parce que, à mon avis, c'est lié à la matière. C'est-à-dire que les gens qui sont dans les cercles du pouvoir possèdent la matière. Et la matière a un impact sur le réel. C'est-à-dire que si je possède un terrain, je peux décider ou pas si sur ce terrain, je vais installer une usine ou un temple bouddhiste. Mais c'est moi qui vais le décider. Pas toi, qui est, par exemple, le moine bouddhiste. C'est moi qui vais le décider. Si j'ai le moyen d'acheter la terre sur laquelle tu as implanté ton temple bouddhiste, si j'ai les moyens de l'acheter, et si j'ai le pouvoir pour l'acheter, je l'achète. Et si je veux, j'installe une usine. Que pourras-tu faire contre? Toi qui es moine bouddhiste, tu pourras prier, mais comme c'est moi qui ai le contrôle de la matière, c'est moi qui vais l'acheter, ce terrain. Je pense qu'il y a un lien avec la matière et le spirituel. C'est-à-dire que je pense que les êtres qui sont dans l'espace que tu cites sont très connectés au spirituel et au bien-être intérieur, et que les autres sont très connectés à la matière et au pouvoir sur la matière. Alors, bien sûr, les êtres spirituels ont aussi un pouvoir sur la matière, mais à mon avis, je crois constater qu'il est moins intense et que leur pouvoir est plus sur le monde intérieur, sur les vibrations internes, que sur la matière plus brute, plus grosse, plus visible. C'est-à-dire concrètement, je vais exprès être trivial. Je prends exprès un moine bouddhiste assis en lotus qui prie et le bras armé d'un politique ou d'un industriel, à savoir un militaire armé. Eh bien, c'est clair que si l'un est face à l'autre et que le militaire obéit simplement, il va tirer, simplement, le moine bouddhiste sera mort. Terminé. Fin de l'histoire, comme disent certains. Et la prière s'éteint en même temps que le moine, probablement. On a vu ça avec les massacres de moines. Donc voilà. Alors, l'espoir de ceux qui sont dans le spirituel, c'est que leur puissance d'amour, leur puissance spirituelle puisse influencer des masses. Puisse influencer des masses pour que ces masses ensuite aient un impact sur la matière. Exemple, si certains représentants spirituels de l'amour, de la compassion influencent suffisamment des masses pour que des masses arrêtent, par exemple, de consommer certains produits nocifs pour la planète, eh bien, en ne consommant pas ces produits, ceci fait écrouler les entreprises qui les fabriquent, évidemment, et ça va avoir un impact indirect sur la matière. En ça peut être extrêmement positif, mais pas uniquement par ce biais-là. Mais ça suppose, de mon point de vue, un impact extrêmement large, très, très étendu, qui heureusement a lieu. Je pense qu'il y a un vrai combat entre, j'ai envie de dire, je caricature, entre les forces du bien-être, de l'amour, de la santé, et les forces du matérialisme qui portent des fardeaux de blessures non réglées. Je pense qu'il y a un vrai, je ne sais pas si combat c'est le mot, mais il y a un vrai
dilemme entre ces deux énergies-là. Et on ne sait pas du tout comment ça va se continuer. Je me disais, mais comment on pourrait conclure sur une note, on va dire, peut-être un peu plus positive ou d'espoir, de perspective? Alors, moi, ma note d'espoir, c'est la suivante, en tout cas. Ma croyance, mais on est dans un univers de croyance, donc peut-être que je me trompe complètement, hein, je suis prêt à l'admettre. Ma croyance, c'est que c'est important de mettre en place des antidotes à la manipulation et à la propagande. Et une des meilleures antidotes, c'est sûrement pas la seule, hein, c'est l'information. C'est s'informer, s'informer et encore s'informer. Lire, écouter, questionner, relever les contradictions. Ça, c'est la première antidote. Pour ça, je vous dis, lisez Propaganda d'Edouard Bernays, lisez 1984, allez sur les réseaux sociaux, informez-vous partout, écoutez la télévision, comparez, voilà. S'informer. Alors, le problème, c'est que s'informer, ça demande du temps, évidemment. Et le deuxième antidote, créer du lien. Et là, je rejoins des gens comme Louis Fouché, hein, que j'aime beaucoup, c'est créer du lien avec les autres. Voilà. Parler, discuter, aller dans des sous-groupes, accepter la contradiction. Voilà. Deuxième antidote. Troisième antidote, méfiez-vous de vos émotions. Voilà. Elles sont parfois indicatrices qu'il se passe quelque chose, mais parfois elles empêchent d'être en lien avec l'autre ou d'écouter. Donc méfiez-vous de vos émotions. Dès que dans un échange, l'émotion monte en énergie, respirez et arrêtez de discuter. Ça veut dire que c'est inutile de continuer à échanger. Donc, troisième conseil, surveillez vos émotions et votre corps, parce que le corps et l'émotion sont très liés. Dès que dans une discussion, votre corps augmente en tension, respirez, arrêtez de discuter. Ça ne sert à rien. Observez ce qui se passe en vous. Et peut-être qu'il vaut mieux se taire, faire autre chose, bouger. Voilà. Donc, ça, c'est les trois conseils qui me viennent à l'esprit suite à notre échange. Et sur l'aspect optimiste, j'ai envie de dire, regardez toutes les belles choses qu'il y a autour de nous, parce qu'il y en a plein. Il y a plein de groupes qui font des choses fabuleuses dans tous les domaines, chant, art, groupe d'échange. Regardez toutes les choses positives qu'il y a autour de vous, sans pour autant vous laisser hypnotiser par cet aspect positif et vous laisser endormir par l'aspect positif, parce que les managers sont très intelligents. C'est le cas de la télévision et des écrans. Quelqu'un pourrait passer sa vie à regarder la télévision et de magnifiques reportages à la télévision, pendant qu'au rez-de-chaussée de sa maison, sa famille est en train de se faire étrangler par X, Y, Z pour des raisons X, Y, Z. J'invite les gens à regarder le film Matrix, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Être passionné et regarder les magnifiques choses autour de nous, méditer devant une fleur, ne veut pas dire être hypnotisé, drogué, se droguer à la beauté. Ça veut dire utiliser la beauté pour s'impliquer, ce qui n'est pas du tout la même chose. Utiliser le regard contemplatif sur une fleur
pour peut-être cueillir des fleurs, faire un très beau bouquet qu'on va aller offrir à quelqu'un. Alors là, oui. C'est-à-dire, pour moi, la contemplation et le regard sur la beauté n'a de sens que si c'est connecté à l'action et à l'implication politique, au sens large du terme. Politique voulant pas dire entrer dans un parti politique, hein, mais voulant dire entrer dans une action sociétale. Voilà. À ce moment-là, oui, le regard sur la beauté a du sens. Voilà. Voilà ce qui me vient en conclusion. Et respiration.